Bonjour, en ce lundi de Pâques, c'est pas une bénédiction à la ville et au monde, Urbi et Orbi, que vous aurez, ça faut s'adresser à mon homonyme à Rome, mais bon, plus prosaïquement, une analyse du scrutin de 1965, le premier scrutin depuis 1848 pour élire le président de la République au suffrage universel direct, dont le premier tour est fixé au 5 décembre 1965. Et le deuxième tour, si nécessaire, le second tour, si nécessaire, étant prévu pour 2 semaines après, donc le délai de 15 jours, le 19 décembre. Les résultats du premier tour sont des résultats qui font l'effet d'une bombe, même si dans les derniers jours de la campagne électorale, on sentait bien que ça serait moins facile que prévu pour le général de Gaulle. En effet, le général de Gaulle, qui arrive en tête, incontestablement, très, très largement en tête, avec un peu moins de 45% des exprimés, 44,55 ou 60% des voix, le général de Gaulle ne franchit pas la barre des 50%, et il va d'ailleurs très très mal le vivre. Il va vivre ce score qui ferait mourir d'envie aujourd'hui, mais sur le moment, il va le vivre comme un désaveu fondamental. Il faudra donc s'interroger sur pourquoi ce faible score du général de Gaulle au premier tour. En seconde position, et donc qualifié avec le général de Gaulle pour le second tour, François Mitterrand, investi par le Parti socialiste dont il n'était pas membre, expliquant d'ailleurs que ceux qui étaient membres du Parti socialiste, bien souvent, n'étaient pas socialistes à ses yeux, avec 31,72% des voix, ce qui est un score qui lui permet d'être candidat au second tour, mais enfin qui pose aussi des problèmes. Parce que, investi par le Parti socialiste, en gros, 14 à 15% des voix à des législatives, soutenu par le Parti communiste, 20% des voix à des élections législatives, soutenu par la mouvance socialiste opposée à Guy Mollet autour du PSU, les mendésistes, ça pèse quand même 4 à 5% des voix, soutenu par le Parti radical, qui tant bien que mal, c'est aussi 4 à 5% des voix, moins de 32% des voix, c'est pas énorme. François Mitterrand fait un score, disons-le, en soi médiocre au premier tour de l'élection présidentielle, mais qui sera gommé par le fait qu'au second tour, il va rassembler tous les opposants au général de Gaulle. Mais en ce premier tour, il y a des déchets. Il y a du déchet par rapport à son électorat, des fractions d'électrices du Parti communiste, par exemple, n'auront pas voté pour lui. Une partie de l'électorat socialiste non plus, et il va falloir s'interroger pourquoi. En troisième position arrive le président du MRP, qui va se transformer en centre des démocrates, Jean Le Canuet, sénateur de la Seine-Maritime, maire de Rouen, avec un peu moins de 16% des voix. Ça aussi, c'est un élément très important qui sera gommé par la dynamique du second tour en faveur de François Mitterrand, puisque c'est la règle du jeu, il n'y a que 2 qualifiés au second tour. Mais en fait, on peut dire que ce sont les résultats de Jean Le Canuet au premier tour qui ont contribué pour une très très large part à la mise en ballotage du général de Gaulle. Puis à l'extrême droite, il y a le score non négligeable de Tixier-Vignancourt, plus de 5% des voix, score tout à fait important.
Surtout qu'il est hors de question pour cet électorat-là de soutenir l'homme de la trahison en Algérie, comme il qualifie le général de Gaulle. Alors, reprenons dans le détail pourquoi ces scores du premier tour. Bien, disons-le tout net, pour ce qui concerne le général de Gaulle, incontestablement, le général de Gaulle a commis une très grave erreur d'appréciation. Il a confondu, ce sont les mots qu'il emploiera en Conseil des ministres, il a confondu élection présidentielle et référendum. Il a estimé que sa personne seule suffisait. Son affiche de campagne, qui représente la République sous forme d'une petite fille qu'il convient de guider, avec cette légende « J'ai 7 ans, laissez-moi grandir ». Donc, je suis la figure paternaliste qui va, n'est-ce pas, permettre l'éducation de la République, moi ou le chaos, quoi. Bien, ça avait marché, surtout dans les circonstances politiques liées à la guerre d'Algérie, dans la pratique référendaire, où systématiquement De Gaulle avait consulté les Français. Ça avait encore marché en octobre 62, lors du référendum sur les institutions et sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Mais là, disons tout net, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pour toute une série de raisons. Le premier élément explicatif, c'est, me semble-t-il, que d'abord De Gaulle n'a pas fait campagne au premier tour. Il s'est déclaré, vous vous en souvenez, le 4 novembre, le premier tour c'est le 5 décembre, à peine un mois avant, et il n'a pas fait campagne. Il a estimé que c'était inutile de faire campagne. De sorte qu'il va prendre le résultat comme un désaveu. Beaucoup de témoignages confirment ce que je vais vous dire. Il a envisagé de démissionner de ses fonctions. Et c'est pas uniquement, je dirais, une posture sous le coup de la colère, de l'émotion, que sais-je encore. Non. Il a envisagé de démissionner, et d'après son fils, bien, il aurait même écrit sa lettre de démission. Et cette lettre aurait été subtilisée dans son bureau par son entourage proche. De Gaulle est fou furieux. Il pense que ce score de 44,5, 44,6 au premier tour est un désaveu. Et que dans ces conditions-là, alors, il va changer d'optique et faire une véritable campagne dont on va parler dans quelques instants pour le second tour. Le score de Jean-Louis Tixier-Villancourt à l'extrême droite, là aussi, attendez, on est 3 ans après les accords d'Évian. Le traumatisme algérien, la reviviscence de cette extrême droite, même si ce discours n'est pas majoritaire en France, loin de là, la blessure est quand même encore très nettement ouverte. Et donc, le malaise issu de la guerre d'Algérie, de cette forme de trahison, estime cette extrême droite vis-à-vis des Français d'Algérie, le phénomène des rapatriés d'Algérie, cette forme de désespérance qui fait que, bon, pas grand-chose à perdre, va rencontrer sur le terrain une extrême droite plus traditionnelle, dont la figure de proue est Jean-Marie Le Pen, qui joue un rôle non négligeable dans la campagne de Jean-Louis Tixier-Villancourt. Confère la photo que j'ai soumise à votre sagacité, à votre analyse intellectuelle. Et puis il faut analyser quand même, très brièvement, mais quand même de façon intelligente, les scores de Le Canuet et de Mitterrand, François Mitterrand. Paramètres communs aux deux, 45 ans pour Le Canuet, 49 ans pour Mitterrand. Ils ont mené une campagne moderne, soulignant, à contrario de la figure paternaliste
au-dessus de la mêlée, ne s'assalissant pas les mains dans cette campagne, la figure archaïque et passéiste qu'incarnerait le général de Gaulle. Donc ce critère-là a joué incontestablement. Disons que Le Canuet et Mitterrand ont très bien compris la nouvelle technique de la vie politique qu'est la télévision. Il y a plus de 6 millions de postes de télévision en France. Ils ont utilisé pour la première fois l'égalité de temps de parole qu'on leur a donné. Avant, il y avait un monopole. Enfin, c'est un pays qui a vécu sous la censure. L'ORTF, les journaux télévisés, l'ordre du jour du journal télévisé était défini par ce qu'on appelait un ministre de l'information. Aujourd'hui, on peut gloser sur et se gausser de certains prétendus journalistes experts en tout. Je ne vais pas reverser ma colère sur les Rutel-Krief ou sous Christophe Barbier. Je pourrais en citer d'autres, mais j'ai décidé de ne pas dire trop de gros mots dans ces vidéos, parce que M. Calvi, Pro, enfin bon, suivez mon regard. Mais c'est la première fois depuis 1958 que les Françaises et les Français peuvent entendre un discours qui n'est pas la parole officielle de l'État. Et donc, les 16%, presque 16% de Jean Le Canuet, qui comptent si fortement dans la mise en ballottage du général de Gaulle, c'est clairement les conséquences de cet électorat de droite modéré qui s'était rallié au général de Gaulle et qui n'avait pas admis, notamment, son virage dans sa politique européenne en 1962, donc le virage dont je vous ai parlé et sur lequel je reviendrai quand on en aura fini avec cette analyse du scrutin, donc dans la prochaine vidéo. François Mitterrand, il avait un potentiel électoral de près de 40% des voix, il fait que moins de 32. Et si bien que beaucoup de gens qui l'ont soutenu un peu comme la corde soutient le pendu, commencent immédiatement à ricaner. Mauvaise solution, pas candidat, et à être confortés dans leurs analyses. Il est allé au casse-pipe, il est politiquement mort. Enfin bon, il sera au second tour face à De Gaulle, il fera de la figuration. Dans toute... Je ne vais pas vous enquiquiner trop avec de l'analyse électorale, mais enfin, dans tous les électorats de la gauche qui l'ont soutenu, il y a d'énormes pertes, d'énormes béances, des fractions importantes qui n'ont pas voté pour Mitterrand. C'est particulièrement clair au sein du Parti communiste, où le soutien à Mitterrand a d'ailleurs initié une très grave crise avec la direction de l'Union des étudiants communistes. Et où toute une fraction de l'Union des étudiants communistes, notamment à la Sorbonne, a quitté le Parti communiste pour suivre des mouvances qu'on va appeler trotskistes, avec Alain Krivine, maoïstes, etc. Je ne l'évoque ici que parce que si vous n'avez pas conscience de l'importance dans le débat intellectuel et politique parisien, estudiantin, de cette extrême gauche qui refuse le soutien à François Mitterrand et qui prend prétexte de ce soutien pour quitter le Parti communiste, vous ne pourrez que très difficilement comprendre quoi que ce soit à la suite du film, notamment aux événements de mai 1968, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Il y a des zones du Parti socialiste, je quitte la mouvance communiste pour m'intéresser à la mouvance socialiste, il y a des pans entiers de l'électorat socialiste où Mitterrand n'a pas convaincu. Soit parce qu'il a été perçu comme étant otage du Parti communiste, donc c'est la stratégie d'union de la gauche qui là, cette fois-ci, aurait gêné.
C'est évident dans des soutiens de Gaston Defferre, par exemple. C'est aussi parfois des milieux ouvriéristes du nord de la France qui n'ont pas voté pour François Mitterrand. Donc, le résultat de Mitterrand, sur le moment, et objectivement parlant, n'est pas fameux. Mais, par définition, même si on ne s'en est pas encore rendu compte sur le moment, le second tour de l'élection présidentielle réduit le débat à De Gaulle face à Mitterrand. Et le caractère médiocre du premier tour va se trouver complètement effacé par la dynamique de rassemblement que François Mitterrand va créer sur sa candidature au second tour de l'élection présidentielle, puisqu'il va faire plus de 44% des voix, près de 45% des voix. De sorte que, face à De Gaulle, réélu finalement 19 décembre 1965, avec un peu plus de 55% des voix, celui qui fait près de 45% des voix devient ipso facto quelqu'un d'extrêmement important dans la vie politique française. Et immédiatement, il devient impossible pour ceux qui l'ont soutenu comme la corde soutient le pendu, de dire « basta dans les poubelles de l'histoire, terminé ». Non, non. La légitimité que confèrent ces 45% des voix va peser très lourd, de sorte que François Mitterrand va devenir, à gauche, pour beaucoup de ceux qui l'ont soutenu, la bête à abattre. Sauf qu'on n'abat pas François Mitterrand très facilement, parce que tout simplement, par beaucoup d'aspects, il est peut-être plus fort que les autres. Mais ça, c'est un autre débat, et la suite des événements, nous aurons l'occasion d'y revenir. François Mitterrand fait une campagne dans la plus grande tradition de la gauche républicaine. Il invoque Jaurès, Léon Blum. Symboliquement, je ne peux faire qu'allusion à son dernier meeting de campagne à Toulouse, et il prendra l'habitude de terminer ses campagnes présidentielles, 1974 et 1981, à Toulouse. À Toulouse, il est accueilli par les mineurs de Carmont, n'est-ce pas, qui lui font une haie d'honneur. Et dans la rue, un petit peu comme Place de la Nation en 1934, c'est l'union de la gauche qui se fait et qui dit aux vieux appareils, vos arrière-pensées, basta, terminé. L'alternance, la possibilité d'alternative au général de Gaulle, c'est la gauche. C'est la rencontre de François Mitterrand avec le peuple de gauche. C'est un moment extrêmement important et fondateur dans son analyse politique. Et puis, il faut analyser comment le général de Gaulle vit son échec relatif du premier tour et les leçons qu'il en tire. La leçon qu'il en tire, d'abord, il fait campagne. Et il fait faire campagne. Moi, je suis toujours subjugué par le très grand discours que son ministre de la Culture, André Malraux, prononcera dans le grand meeting de soutien au général de Gaulle au Palais des Sports à Paris, entre les deux tours de cette campagne, donc, que je vous invite à écouter. Vous le trouverez facilement sur le site de l'INA. On a retenu cette belle formule, candidat unique des Républicains, puisque c'était l'union des Républicains contre De Gaulle, la thématique qu'utilisait François Mitterrand, candidat unique des Républicains, laissez dormir la République. Il aura des formules piquantes aussi sur Mitterrand, candidat des trois gauches, la gauche communiste, la gauche socialiste, la gauche inorganisée et l'extrême droite.
puisque Tixier-Villancourt appelle à battre le général de Gaulle, et donc à voter pour François Mitterrand. C'est ça la logique du second tour de la présidentielle. Même si Mitterrand ne cherche pas les voix de Tixier-Villancourt, Tixier-Villancourt appelle à voter pour lui. Et dans l'isoloir, et quand on les décompte, une voix n'a pas d'odeur. Vous comprenez? Donc, le général de Gaulle fait faire campagne et fait monter au trait. Il dira lui-même que, bien évidemment, il a probablement fait une erreur stratégique très importante en ne faisant pas campagne au premier tour. Je vous ai donné la formule, d'après Alain Perfit, il aurait dit en Conseil des ministres « J'ai commis l'erreur de confondre référendum et élection présidentielle ». Mais il y a peut-être des raisons de plus qui comptent, et qui montrent que finalement l'analyse de tous ceux qui avaient soutenu De Gaulle en 1958 pour une mission spécifique, sortir la France du guêpier algérien, et qui estimait qu'une fois que la parenthèse algérienne serait terminée, et à la limite peu importe de la façon dont elle soit terminée, le général de Gaulle redeviendrait quelque chose de marginal pour eux. Tout cela, le score de la présidentielle montre que ce n'était pas un raisonnement si absurde que ça. Et qui correspond d'ailleurs, et cela va me servir de transition pour la prochaine vidéo, au climat économique et social que l'on a dans le pays. Le général de Gaulle pose question par rapport d'abord à son état de santé et son âge. Il a été opéré quelque temps avant le scrutin présidentiel, en 1964. Et c'est le Premier ministre, Georges Pompidou, qui a tenu l'alternance pendant que le général de Gaulle était opéré de la prostate. Donc l'idée commence à se faire jour que de Gaulle n'est pas irremplaçable, qu'on peut faire sans lui. Des mouvements sociaux ont recommencé à se développer. Pendant la guerre d'Algérie, la violence des manifestations avec des morts dans les rues de Paris tenait lieu, avait pour cause le conflit algérien. Les ratonnades d'octobre 61 dont je vous ai parlé, le rôle de ce boucher qu'a été Maurice Papon, la manifestation de Charonne, 8 février 1962. Bon. Mais là, à partir de la fin de la guerre d'Algérie et de l'hiver 62-63, ce sont des grands mouvements sociaux, dont le symbole emblématique est la grande grève des mineurs de 1963, dans laquelle, qu'on le veuille ou pas, avant même la présidentielle, il va y avoir un véritable front uni syndical. CGT dans le Nord ou dans les Cévennes, Force ouvrière ailleurs, notamment à Decazeville, dans la mine à ciel ouvert, le syndicalisme chrétien de gauche, dont on reparlera et qui va aboutir à la déconfessionnalisation de la CFTC et la naissance de la CFDT, dans les mines de Lorraine, par exemple. Une grande grève des mineurs emblématique, soutenue majoritairement par l'opinion publique française, et qui, finalement, indique que le climat est en train de changer. Au revoir.